L'immobilier dans tous ses états. Une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états, une émission coproduite par Radio Imo et Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier et en partenariat avec Guy Hockey. Chaque mois, vous le savez, nous allons à votre rencontre, vous les pros, pour décrypter vos problématiques, trouver des solutions et échanger ensemble durant cette demi-heure d'émission et pour animer justement ce magazine. Je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, vous allez bien ? Super. Qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro ? Alors que démarre le printemps, démarre également le printemps de l'immobilier. Les Français, on en parle régulièrement, on en a parlé dans nos précédentes émissions, les Français frustrés par les confinements à répétition envisagent de déménager pour plus de quoi ? Pour plus d'espace, de verdure, évidemment, un extérieur, un balcon et pourquoi pas un jardin. Oui, mais bémol, attention à quoi ? Attention au budget, malgré les taux toujours très bas, décrocher un crédit n'est pas si évident, notamment du côté des primo-accédants. Le marché ne risque-t-il pas de se gripper pour les ménages les plus fragiles ? Est-ce que ceux qui gagnent un petit peu moins vont quand même pouvoir acheter ? Pour répondre à cette question brûlante, nous accueillons deux spécialistes. Philippe Tabouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de CAFPI et Stéphane Fritz, bien évidemment, qu'on ne présente plus, le président de Guy Hockey. Bonjour. Merci Alexandra. L'immobilier dans tous ses états, c'est parti. L'immobilier dans tous ses états. L'édito. Et pour poser les bases du sujet, on se tourne tout de suite vers notre éditorialiste maison, Bérénice Deville. Bonjour Bérénice. Bonjour mon cher Fabrice. Alors vous l'avez dit Alexandra, les taux sont très bas depuis plusieurs mois. Au début du mois d'avril, le taux moyen était de 1,07% toute durée confondue, selon les chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Le plus bas niveau jamais observé, les précédents records étaient de 1,11% en mars dernier et en décembre 2019. Mais tout n'est pas tout beau, tout rose. Déjà, la tendance pourrait commencer à s'inverser concernant ces taux. Exemple chez CAFPI, dont nous avons la chance d'avoir le directeur général adjoint sur notre plateau, leader français du courtage en prêt immobilier. Les taux moyens obtenus pour leurs clients en avril sont en très légère hausse. Autre exemple chez Vous Financez. On note, je cite, quelques remontées isolées qui permettraient en fait aux banques de réguler les flux des dossiers des crédits entrants. Confirmation de ces observations à la fin du mois d'avril, la centrale de financement a constaté une augmentation des taux de crédit immobilier de 0,04% en moyenne sur l'ensemble des durées de prêt. Bon, ça reste léger comme augmentation, les taux restent très attractifs dans l'ensemble, mais beaucoup pensent que tout doucement, la remontée progressive des taux va s'installer. Et autre ombre sur le tableau, les banques se montrent plus sélectives et se concentrent sur les meilleurs profils d'emprunteurs. Alors vous le disiez, ce n'est pas aussi facile d'obtenir un crédit, même si il y en a beaucoup qui sont demandés. On constate depuis le début du mois de mai que les écarts entre les très bons profils et les ménages présentant des risques se creusent. Et qui sont ces ménages qui pourraient ne plus être éligibles à un prêt ? Eh bien, ce sont les ménages jeunes, les primo-accédants. La centrale de financement met d'ailleurs en garde sur l'augmentation certaine du nombre de refus de crédit dans les mois qui arrivent. Selon elle, il y a un risque évident de pénaliser les primo-accédants, ce qui déstabiliserait le secteur dans son ensemble. Merci Bérénice. Voilà, on ouvre tout de suite notre débat avec nos invités. L'immobilier dans tous ses états. Le grand débat. Le grand débat avec nos invités du jour, Philippe Tabouret, déjà de CAFPI, Stéphane Fritz, président de Guy Hockey. On va commencer avec vous, Philippe Tabouret, puisque vous avez sorti cette étude sur ces primo-excédents. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire les taux sont extrêmement bas, on atteint tous les mois des records, et pourtant, il y a une petite nuance à faire, c'était bien dit par Bérénice, c'est qu'il faut avoir un excellent dossier pour pouvoir prétendre à ces taux. Excellent, c'est peut-être un peu exagéré, mais il faut avoir un bon dossier qui remplit les critères de risque pour les banques, qui aujourd'hui mesurent ce risque de façon différente, surtout depuis l'année dernière, où elles ont été reprises de volée par la Banque de France et le fameux Haut Conseil de stabilité financière, pour réduire un petit peu le robinet du crédit et éviter que les gens se mettent dans des difficultés. Donc elles sont bien dans leur rôle à ne pas engager des emprunts sur des personnes fragiles.
Le HCSF les a poussés un peu trop loin l'année dernière. Là, on est revenu un peu en arrière quand même. HCSF au Conseil à la sécurité financière. Stabilité. Alors, qui a imposé des règles qui n'ont pas tout le temps été respectées par les banques l'année dernière, mais qui devront les appliquer cette année de façon très stricte, puisqu'elles seront contrôlées cet été. Qu'est-ce que ça change pratiquement? Alors, ça change pratiquement une rigueur. Avant, on laissait... il y avait une recommandation qui était les 33% d'endettement, par exemple, laissés aux banques, mais une banque pouvait prêter à 40% si elle le voulait. Simplement, il lui était recommandé de faire attention à l'endettement des ménages. Aujourd'hui, on leur impose de respecter ce critère. L'autorité a donc un peu forcé le trait et exige des banques qu'elles respectent scrupuleusement ces critères avec une petite marge de flottement pour certains profils. Ce qui veut dire que, obligatoirement, les banques ne voulant pas être punies au cas où elles dépasseraient ces critères, vont être plus strictes sur l'acceptation des dossiers. Ces 3 critères, en fait, elles sont très, très particuliers. C'est un endettement qui doit être respecté. On a amélioré ces critères entre l'année dernière, ce qui a été sorti, et cette année, on est passé à 35%. Donc, il y a quand même une amélioration de ce point de vue-là. Il faut respecter une durée maximum d'emprunt de 25 ans, plus 2 ans pour les opérations neuves, la période d'anticipation. Et puis, aujourd'hui, les banques exigent quand même un apport personnel, en tout cas, au moins les frais de notaire, les droits d'enregistrement. C'est peut-être ce qui a changé le plus radicalement. On peut plus s'endetter à 100%, c'est-à-dire le prix du bien plus les frais de notaire. C'est ça. Donc, la restriction s'est produite sur cette clientèle. Bérénice a raison. De jeunes, alors les banques n'ont rien contre les jeunes, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'épargner, donc manque d'apport. Ils ont besoin des longues durées, puisque sans apport, il faut emprunter plus, donc ils pouvaient emprunter jusqu'à 30 ans auparavant. Et puis, il y avait une certaine marge acceptée par les banques sur un bon profil. Je suis jeune, j'ai pas d'apport, mais par contre, j'ai un bon profil de carrière. On pouvait l'endetter à 36-37%. Si j'ai des revenus de 5 à 10 000 euros par mois, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir dépasser ce quota. Là, tout ça se referme. Et donc, bien évidemment, il y a cette restriction. Même pour les hauts revenus. Alors, pour les hauts revenus, là, on va être sur les bons profils, les excellents profils. Et c'est pour ça que ce début d'année est très dynamique. On a plus 30% de demandes de crédit par rapport à l'année dernière, le même trimestre l'année dernière. Donc, on a une forte appétence et même les primo-accédants sont quand même présents. Mais c'est des primo-accédants de bons profils qui détiennent un apport. Alors, soit ils ont de l'épargne, soit on leur a fait une avance ou un héritage ou autre chose. Et puis, ils ont des hauts revenus, donc plutôt dans les 4-5 000 euros par mois pour pouvoir effectivement prétendre à un emprunt. Stéphane Fritz, justement, sur ce sujet, est-ce que c'est ce que vous observez aussi? Les gens n'ont pas de difficultés pour avoir leur crédit On n'a pas beaucoup de difficultés aujourd'hui. Par contre, on le voit bien, c'est ce que vient de dire Philippe. Le HCSF, il est bien dans son rôle. Il vient protéger les ménages les plus faibles. Est-ce qu'aujourd'hui, la dynamique marché, tous les messages qui ont été les nôtres et ceux des experts en la matière, que ce soit dans le crédit ou dans l'immobilier, n'ont pas poussé plus de gens à venir? Quand on parle de plus 30% dans le premier trimestre, plus de gens à venir. Donc forcément, si on a plus de gens qui viennent et plus de volume, on peut aussi s'attendre à avoir un peu plus de rejet, de gens qui pensaient qu'ils pouvaient et qui ne pouvaient pas. La seule chose qu'on demandait les banques et qu'on demanderait nous, c'est de prendre en compte le reste à vivre et non pas seulement de façon ferme, même si je trouve que c'est une bonne mesure, de réduire à 33 ou à 35% comme c'est revenu ces derniers mois-là. Pour vous, c'est une bonne mesure, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi admettre que c'est peut-être trop, c'est trop, et il faut un peu refermer le robinet? C'est pas qu'il faut fermer le robinet, c'est qu'aujourd'hui, il faut protéger les ménages les plus faibles. Et quand on les endette ensuite, on les met en risque demain. Donc aujourd'hui, c'est dans ce rôle-là qu'est le HCSF, de protéger les ménages les plus faibles. Et si c'est pas maintenant, on le fait quand? C'est dans un marché dynamique qu'on prend des mesures un peu plus dures. Oui, mais du coup, les prix augmentent, les salaires n'augmentent pas, donc on va finalement empêcher certaines personnes d'accéder à la propriété. Et certaines personnes vont rester du coup locataires. Si on veut baisser la pression sur les prix, il y a 2 choix. C'est soit on construit plus, ça va être long, pas tout de suite. Soit on augmente considérablement les taux et on fait sortir des gens de l'assiette. Et à ce moment-là, on a une baisse sur les prix parce qu'il y a moins d'acheteurs et beaucoup plus de vendeurs. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Les prix augmentent, ils augmentent. Ils ont augmenté très fortement avant, ils augmentent cette année raisonnablement, aux alentours de 4,6% national. On voit beaucoup de stagnation dans pas mal de grandes agglos. Donc, est-ce qu'on doit faire porter aux ménages les plus faibles l'augmentation des tarifs? Non, c'est pas l'idée. On a l'impression aussi qu'il y a des fois, même dans les hautes instances gouvernementales ou financières, des injonctions un peu contradictoires. C'est-à-dire, on sait d'un côté qu'il y a la Banque centrale qui dit « Allez, c'est open bar, il faut surmonter cette crise, redynamiser la croissance ». Et puis, de l'autre côté, HCSF ou recommandations, attention non plus de pas trop endetter les gens. C'est pas évident, je trouve, au niveau macroéconomique, à comprendre exactement ce qu'on veut faire, où est le gouvernail. Philippe Tabouret. C'est la politique, ça.
Alors moi, je veux bien qu'on parle de politique ici, mais là, on va se fâcher, bien évidemment, parce qu'on va avoir une opinion. La politique du gouvernement, par son ministère des Finances, puisque c'est quand même le ministère des Finances qui gouverne, consiste à faire utiliser l'épargne des Français. Premier point. Et on en a beaucoup. Et on en a beaucoup. On en a entassé dans nos logiciels pendant quelques mois. Milliards, ouais. On nous dit c'est dangereux. Et ça met en danger les emprunteurs ou les candidats à l'accession, mais c'est faux. En fait, on veut simplement qu'ils aillent un peu taper dans la caisse pour mettre de l'apport personnel. Et alors, c'est de la politique, hein, c'est de l'économie. L'autre sujet, c'est ce que soulignait Stéphane. J'ai pas les moyens d'avoir une politique du logement de la construction et de fournir au marché la nécessité de logement et de construction neuve en France. Là, on a encore baissé l'année dernière. Donc, je restreins l'accession. Débile, parce qu'il faut quand même les loger, les gens. Il y a un moment, j'ai besoin, en tant que propriétaire ou en tant que locataire, mais j'ai besoin de me loger. S'il n'y a pas assez de logement, il y a du mal logement. Et c'est bien le problème en France. Une vraie politique du logement est nécessaire. Elle consiste à faire de la production. Alors, il y a eu des annonces de Castex récemment, du Premier ministre, mais est-ce que cela va suffire? Je crois que non. En tout cas, il n'y a pas un vrai boost dans le domaine. On devrait favoriser l'accession à la propriété, à mon sens. Est-ce qu'on met pas un pansement, des rustines avec justement, alors c'est nécessaire aussi, mais on parle beaucoup de la rénovation en ce moment, avec des grands plans. Alors évidemment, tout le secteur de la rénovation se fasse frotter les mains. Mais est-ce que c'est le vrai sujet? Parce qu'on veut bien rénover les logements existants, mais il faut penser aussi peut-être aux jeunes générations. Ça pousse derrière. On a envie aussi d'habiter dans le neuf avec des nouvelles normes. Stéphane Fritz. On attend depuis longtemps une mise à plat d'une vraie politique du logement qui embarque tout, le neuf, l'ancien, le crédit, dans sa globalité. On travaille en silo depuis tout le temps. Le neuf, c'est le neuf, l'ancien, c'est l'ancien, le crédit, c'est le crédit. Tout ça, ça se débrouille un peu entre. On attend une politique générale. La rénovation, on ne va pas nier. Évidemment, c'est indispensable. Il faut le faire. On le voit bien en tant que citoyen, je parle. Il faut le faire. Aujourd'hui, on a un marché dynamique. C'est peut-être maintenant qu'il faut faire. Là où je mets un peu sur ce que dit. On va faire de politique. Il faut le faire maintenant, ça va engager la partie. On parle aujourd'hui d'écarter de l'allocation tous les G, je crois. On va parler des EEF en 2023-2025. On rappelle, c'est le fameux diagnostic de performance énergétique. Voilà. Donc c'est comme votre lave-linge, A, B, C, D, E. A, c'est vert, G, c'est rouge. Et effectivement, dans les 2, 3, 5 années qui viennent, eh bien, les logements les moins performants, les passoires énergétiques, seront exclus de l'allocation. Déjà, les G, on ne peut plus louer. Ensuite, il y aura les E et F qui vont venir en 2023-2025. Et on ne pourra plus louer. Alors, il y a, je crois, 9% des bailleurs qui disent nous, on louera quand même. Il y a un moment donné, le législateur, il va dire stop, on ne pourra pas. On va retrouver tous ces biens-là à la vente dans l'ancien. Peut-être ça dynamisera un petit peu le marché. Et ça n'enlèvera rien au locatif, puisque, à mon avis, ce sont les investisseurs qui rachèteront pour pouvoir le relouer à nouveau. Donc, tout ça, ça créera une dynamique. Mais ça va quand même baisser, ça va quand même enlever des logements disponibles. Il y a déjà un problème de logement en France, ça va rajouter au problème de logement qu'il y a. Non, je pense pas. Ça va rien enlever. S'il y a des logements qui sont interdits à la location, il y en aura moins, forcément. Oui, mais ils vont être rachetés, rénovés par celui qui a les moyens de le faire et remis sur le marché. Donc, il n'y aura pas de logement en moins. Ça va coûter cher de rénover tous ces logements. Alors déjà, il y a pas mal d'aides qui permettent aujourd'hui La MaPrimeRénov'. La MaPrimeRénov', déjà, qui permettent aujourd'hui d'accompagner. Ils se sont engagés à accompagner. On va regarder ce que ça peut donner éventuellement dans le temps. Mais de toute façon, c'est indispensable, il faut le faire. Aujourd'hui, c'est près de 25% des gaz à effet de serre, le bâti. Donc c'est important. Et puis en plus, il y a un travail pédagogique. Pour le coup, les agents immobiliers ont la capacité de faire ça, un vrai travail pédagogique pour expliquer qu'on peut en plus gagner plus d'argent en investissant, pour autant qu'on puisse le faire. Et c'est toujours pareil, il faut le faire. Et on revient sur le problème des banques. Philippe Taboret, justement, on parlait des primo-accédants, avec des conditions évidemment qui vont se durcir. Est-ce que c'est pas là où le bas pourrait blesser à un moment, c'est-à-dire où il y aurait, si le marché venait à se gripper, est-ce que ça viendrait pas, est-ce que c'est pas un signal faible justement à surveiller? Pour moi, c'est même le danger majeur, puisque la dynamique du marché de l'immobilier qui est nécessaire. Moi, il faut beaucoup de transactions pour qu'il y ait beaucoup de construction, pour qu'il y ait beaucoup de logements. Et pour qu'il y ait beaucoup de transactions, il faut qu'il y ait beaucoup de primo-accédants. C'est le moteur qui fait que tout bouge. Si on enlève les primo-accédants, le marché se grippe, s'effondre, et à ce moment-là, on ne construit plus assez de logements, on n'a plus les moyens de les rénover, et puis ça a des impacts économiques, sociaux, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un moteur essentiel qu'il faut soutenir. Et c'est là où je m'inquiète un peu des annonces ou des sous-entendus qui sont faits, c'est qu'on a de moins en moins envie de soutenir, on a retiré l'APL, on a diminué le prêt à taux zéro, il y a de moins en moins d'aide ou d'assistance pour effectivement pousser cette clientèle à accéder à la propriété. Et je reviens tout petit peu en arrière. Elle est bloquée aussi dans la location, qui pèse énormément sur ces jeunes ménages. Tout va ensemble. Je veux dire, moi,
bien sûr, je pousse à l'accession à la propriété parce que c'est quand même le rêve des Français et je tente de le satisfaire en faisant du crédit. Mais malgré tout, on peut rester locataire. Mais c'est parce que j'ai des accès dans la propriété que je libère des logements et à la location libre. Et puis c'est parce que j'ai des appartements à la location libre que je libère du HLM, etc. C'est tout le cycle qui est entraîné. Donc dans tous les cas, tout est un ensemble et je suis tout à fait d'accord avec Stéphane. Il faut prendre l'ensemble du logement. C'est le logement en France qui est important. C'est ni d'un côté le crédit, ni d'un côté le neuf, ni la rénovation de l'autre. La rénovation, juste 2 mots, dans ce volet de rénovation, c'est très intéressant, bien sûr, de mettre au niveau le parc. Il faut être très prudent sur ces périodes de latence qui risquent d'y avoir entre la revente, le rachat et les rénovations, et le manque de logements à louer quand même. Hein. Il y aura un petit bémol. Moi, ce qui m'intéresse dans ce volet, c'est la réhabilitation, donc la transformation de bureaux. Ce qui m'intéresse, c'est la rénovation de logements abandonnés, vétustes. Il y a 3 millions de logements en France qui sont a priori à l'abandon, donc sur lequel il faudrait booster les moyens. On a un PTZ ancien, par exemple. On parle en même temps prêt à taux zéro. De prêt à taux zéro. Il existe dans l'ancien. Aujourd'hui, il est uniquement utilisable pour la rénovation. Alors, on achète de l'ancien, on doit faire un tiers du prix d'achat en travaux, et ça ne marche que dans le rural. Mais c'est quoi, ça ? C'est dans les centres-villes, c'est dans les zones tendues qu'on a besoin de réhabiliter ces logements. Puisqu'il en manque, on ne peut pas en construire, il n'y a pas de foncier. Donc, ouvrons ce PTZ ancien, c'est ce que moi je milite là pour le plan de réforme, enfin pas le plan de réforme, le PLF de l'année prochaine, c'est qu'effectivement le boost de façon à ce que ce soit destiné à des primo-accédants, des jeunes qui veulent habiter dans les centres urbains, qui puissent acheter des logements dégradés, vétustes, abandonnés, avoir des aides pour les rénover et à ce moment-là pouvoir habiter au centre de la ville. Je veux dire, s'il y a une logique économique et sociale dans cette démarche, c'est pas l'intention a priori. Hein. Ouais, d'autant que on préfère quand même habiter en centre-ville. En tout cas, il y a une polarisation vers les grandes métropoles. Oui, ou alors un peu de recherche de verre vers les banlieues. Les secondes couronnes marchent beaucoup en ce moment, les prix progressent beaucoup parce qu'il y a une recherche de verre, d'espace, etc. Oui, avec les confinements, c'est qu'on on le dit souvent, hein, les Français ont envie un petit peu de verdure, avoir un balcon, un extérieur, alors, parce qu'à Paris, parfois, on étouffe dans les tours. J'enchaîne parce qu'il y a aussi dans cette politique du logement l'aspect étalement urbain qui est bloqué par les écologistes et qui pose problème aussi, puisque qu'est-ce que je rêve d'avoir quand je suis primo-accédant, c'est de faire construire ma petite maison avec mon petit jardin pour être avec mes enfants, avec la balançoire. Je veux dire, c'est le rêve des Français, hein, j'invente rien ou je romantise pas, c'est la réalité. Sans étalement urbain, comment on fait pour construire des lotissements, pour offrir ce logement souhaité? Alors attention, vous avez trouvé un contradicteur juste à côté de vous, puisqu'on peut soit étaler effectivement, et il y a un gros débat sur l'artificialisation des sols, je vais y arriver, mais il y a aussi une autre solution, Stéphane, c'est de construire un peu plus haut. Alors, je ne suis pas un contradicteur de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec Philippe. En revanche, je veux parler de construction verticale en périphérie des agglomérations, parce que c'est ici qu'on attend aujourd'hui. Encore une fois, l'attractivité des endroits, hein, pour le coup, des grandes agglos ou de Paris, c'est parce que ça réunit les centres administratifs, culturels, économiques. Il faut savoir que 30% des théâtres en France sont à Paris, dans le périphérique. Médicaux. Donc aujourd'hui, dire qu'il faut aller en province, évidemment, il faut réétaler un peu le territoire, mais il faut d'abord que les grandes entreprises, les grands centres administratifs, culturels, viennent économiques. Se délocalisent aussi. Se délocalisent de la même manière. Aujourd'hui, le télétravail, c'est la règle là depuis un an, ça ne le sera plus demain. Ça va se rééquilibrer, on va voir comment ça s'organise. Mais oui, en ce moment, oui, ce serait bien. Il faut, de toute façon, c'est sûr, construire plus. Et une des façons de construire plus, c'est vertical, évidemment soucieux de l'environnement et inclusif. Voilà. Et on peut imposer ça tout en libérant un petit peu, notamment les délais. Et je rejoins ce que dit Philippe, l'APL, aujourd'hui le PTZ et l'APL, il faut commencer à libéraliser ça si on a envie de lancer la machine. De booster, il y a une contradiction aussi, hein, j'ai l'impression, un effet richesse, c'est-à-dire que quand on lit votre étude, là, on voit que justement ces primo-accédants, les ménages les plus fragiles, ils peuvent emprunter de moins en moins, c'est en train de baisser, alors que ceux qui ont les moyens, eux, ils peuvent emprunter de plus en plus. C'est normal, vous me direz, hein, on prête qu'aux riches. Néanmoins, là aussi, c'est un vrai point d'attention parce qu'on a besoin, et un jeune, on peut se dire que moins d'argent, mais plus, il va consommer tout son revenu. Les enfants arrivent, etc. On a envie de bouger et on se retrouve un petit peu bloqué bien souvent. Tout à fait. Et là, c'est bien ce que dit Stéphane à l'instant, c'est qu'effectivement, ces APL servaient à compenser ces déséquilibres et venaient financer une partie du crédit et permettaient à certains ménages jeunes de pouvoir s'installer en propriété. Donc, en fait, en le retirant, on retire les moyens de le réaliser, ce rêve.
Alors, derrière, il y a encore la politique. Est-ce qu'on veut que les gens soient propriétaires? Je crois que les gouvernements successifs n'ont pas voulu que les gens soient propriétaires. Ça contre la mobilité, ça mobilise l'épargne. Enfin bref, il y a tout un tas de raisons. Aussi, encore une fois, on rentre dans la politique. Mais en fait... Ça augmente quand même. Les Français sont de plus en plus propriétaires. Parce qu'ils vont envers et contre tout. C'est surprenant qu'on ait aujourd'hui autant de primo-accédants alors qu'on fait tout pour les en empêcher. Je crois que c'est 40% de la population qui est... ça devient un des pays européens. C'est quoi le record, Bérénice, en Europe? En Europe, c'est pays du Nord. Alors, j'ai peur de vous dire une bêtise, si c'est l'Islande ou la Norvège, c'est 90%. Et la Pologne. De la Pologne, oui. Il faut faire attention. Il faut comparer les pays avec la politique du logement qu'elles ont chacune. L'Allemagne est très peu propriétaire parce qu'il y a une politique industrielle du logement des employés. Donc, en fait, pourquoi être propriétaire quand je paye un tout petit loyer qui est financé par mon employeur? En France, c'est une autre politique sociale, d'aménagement du territoire, etc., qui a été mise en œuvre. Donc, on peut pas tellement comparer. En France, il y a 57% de propriétaires. On tend vers les 60. On a du mal à avoir. On a du mal à avoir ces résultats de façon très très précise. Mais dans tous les cas, moi, je milite pas pour que tout le monde soit propriétaire. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a une offre de logement suffisante. On a un pays riche. On a les moyens d'urbaniser notre pays. On a les moyens effectivement de déconcentrer notre pays. Après, il faut choisir les bonnes politiques de logement, qui est un des besoins primaires et l'attente prioritaire des Français. L'enquête révèle deux choses. C'est quand même incroyable que malgré la crise économique et ce qu'on vient de vivre, les Français aspirent à devenir propriétaires de leur chez eux. Ça les rassure, c'est logique. La préparation de la retraite, il y a tout un tas de vertus à cela. Et au-delà de ça, quand ils ont épargné, le premier plan d'investissement, c'est dans le logement, rénovation ou acquisition. Donc là, on voit bien que envers et contre tout, ils ont une mobilisation de leur esprit, de leur pensée et de leur volonté, de leur envie, et il faut l'accompagner à tout craint. Et c'est ça la politique, c'est d'accompagner ces citoyens vers leurs besoins primaires, essentiels et leurs souhaits. Les Français qui investissent envers et contre tout, Stéphane, vous avez cette impression? La dynamique du marché le montre, c'est qu'aujourd'hui ça ne cesse de s'accélérer, tant en volume, donc ça fait augmenter un peu les prix. Mais est-ce que c'est suite au confinement ou pas, cette envie de déménager, cette demande qui explose? Non, l'année record, c'était 2019, on n'était pas confinés. Les gens cherchent la sécurité, je pense. Oui. Oui, ça a été accentué sur le choix, peut-être, mais pas sur le nombre. Pas peur sur le nombre, Philippe peut mieux en parler que moi, mais les taux bas. Les taux bas aujourd'hui... les taux bas qui vont peut-être pas le rester, d'ailleurs. Oui. Si on a 5 minutes pour en parler. Large sujet. Allez, alors ça va être notre dernier sujet, puisque vous le savez, Philippe Tabouret, à l'oreille de la Banque Centrale Européenne, il sait ce que vont faire... Christine Lagarde et consorts. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on voit les taux qui remontent de l'autre côté de l'Atlantique. Ça inquiète d'ailleurs alors les marchés financiers qui sont prompts évidemment à s'inquiéter. Est-ce qu'il peut y avoir un effet sur effectivement notre marché, les taux et en particulier les marges des banques? Les banques qui à un moment peuvent se dire aussi, bon, ça fait des années qu'on serre la ceinture, qu'on gagne plus rien sur ce produit qui devient un produit d'appel. Est-ce qu'il pourrait y avoir une inversion de la courbe? Alors sur le dernier point, je ne pense pas, puisque les banques garderont encore longtemps ce produit comme un produit d'appel. Donc que les taux soient à 1% ou ils soient à 5%, elles gagnent la même chose. Elles auront toujours cette marge qui sera préservée. Malheureusement, quand les taux directeurs, ceux qui entraînent le calcul de ce taux d'intérêt pour le particulier, augmentent, donc on a les obligations, on a le Ribor, enfin même s'il est moins utilisé, ou le coût de l'argent, simplement, le taux de la BCE. Bien évidemment, les banques le répercutent, c'est leur coût d'achat, et le répercutent à la vente. Et leur marge reste à peu près identique. On a un problème en ce moment, c'est qu'effectivement, il y a un retour de l'inflation, alors principalement aux États-Unis, où l'activité reprend, le chômage diminue, etc. Là, ils sont sortis déjà de la crise, et ça redémarre, et donc, bien évidemment, les obligations remontent, les taux longs remontent, pour parler simplement, et ce qui a un impact direct sur les taux de crédit. Alors c'est plutôt maîtrisé, puisqu'il y a une réinjonction de monnaie là-bas. Ils ne lâchent pas quand même le plan d'accompagnement des dettes, de rachat de dettes massif. Et la Banque centrale a confirmé que non plus elle ne lâcherait pas ce programme. Donc pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Très forte d'une grosse augmentation. Cependant, je tiens à alerter sur un point, c'est qu'on va quand même avoir une reprise, un retour à la croissance, un retour de l'inflation avec le déconfinement, avec la reprise d'activité, c'est évident. Donc on aura une remontée des taux qui sera maîtrisée. Je suis assez d'accord avec Stéphane, 0,30, 0,40, 0,50, difficile à dire, on n'a pas de boule de cristal. Ce qui est plus compliqué, et pourquoi je voudrais quand même prendre le temps de tirer le petit signal d'alarme, c'est qu'on a annoncé là tout à l'heure des taux records. On est sur des taux les plus bas. Et on a un taux d'usure qui va bien évidemment être sorti sur ces taux très bas, donc qui va encore baisser. Et si on a une reprise à la hausse des taux d'intérêt prêtés aux gens et une interdiction de dépasser le taux d'usure qui a baissé, à un moment on ne prêtera plus à personne.
Et ça, c'est une vraie problématique qu'on risque de rencontrer là sur le deuxième semestre, sur lequel on milite beaucoup aussi pour faire réviser cette norme de calcul du taux d'usure avant de rencontrer ce vrai problème de financement. Stéphane Fried, un petit mot de conclusion. C'est vrai qu'on a abordé beaucoup de sujets sur ces taux. Bon, finalement, on a l'impression, enfin, on le dit, même si ça remonte, ça ne va pas changer la face du monde. Il ne faut pas que les gens s'affolent et se dire attention, ça te monte de 1,07, on est carrément au tapis. Si ça remonte même à 1,20, 1,30, ça fait quoi des mensualités? Ça fait pas grand-chose sur une mensualité sur 20 ans. Sur 250 000 euros sur 20 ans ou 25 ans, aujourd'hui, on va parler. Alors sous le contrôle de Philippe, mais on parle de 30 euros, 40 euros. Enfin, je veux dire, on n'arrête pas un projet immobilier pour 30 ou 40 euros. Oui, là, pour l'instant, c'est 0,04. Oui, donc il n'y a pas de... Aujourd'hui, il n'y a pas de... Ça ne sera pas de nature à arrêter la dynamique du marché. Ouais, effectivement, si on trouve le bien de ses rêves bien placé avec de la verdure du jardin, etc., on fonce dessus. On n'attend pas. On va voir les amis de CAFPI et on s'endette. Endettez-vous. François Guizot disait enrichissez-vous. Enrichissez-vous plutôt qu'endettez-vous. Oui, enrichissez-vous. Mais enrichissez-vous parce que vous créez votre patrimoine. Ça reste une vraie valeur refuge, la pierre. Ah oui. Ouais. Merci en tout cas à nos deux débatteurs du jour, Philippe Taboret, directeur général adjoint de CAFPI. Merci Stéphane Fried, président de Guy Hockey. Alexandra, on arrive déjà au terme de cette édition. Eh oui, on arrive au terme de cette émission. Elle est toute triste. Oui, mais ne vous en faites pas, on reviendra avec notre chroniqueuse Bérénice Deville également Avec plaisir. dès le mois prochain pour un nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états. À très bientôt. L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Hockey, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.